Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons avec vous, oui, avec vous, parce que vous pouvez contacter la station pour nous faire part de vos remarques. Nous ouvrons donc ce nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Les inscriptions sont closes pour cette année, bien sûr, même celle de la formation continue à Paris pour la rentrée de janvier. En attendant, vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP. Il y a plus de 200 vidéos qui durent à peu près un quart d'heure, 20 minutes chacune, qui s'appelle Amphithéâtre. Et là, vous suivez des cours en ligne, si on peut dire, pour 7 € par mois. On ne peut pas dire que ce soit très cher. Cette nouvelle Sciences Po, qui est appelée à remplacer l'ancienne, fait bien des jaloux. Mais c'est pas notre faute si l'ancienne ou les anciennes, parce qu'il faut également inclure les Sciences Po de province, ont été engloutis dans un naufrage des connaissances. Le campus de Paris, celui que par habitude on regarde le plus, même s'il est depuis longtemps dépassé par d'autres, comme Bordeaux par exemple, a mis au point un nouveau concours d'admission qui entrera en vigueur à la rentrée de cette année. Alors quelle en est l'idée directrice? Naturellement, il n'est pas question de revenir à la sélection par l'écrit, pour la bonne raison que la majorité des candidats, comme une bonne partie des jeunes membres des jurys, je suppose, ne sont plus en mesure de maîtriser cet exercice. Mais l'accent sera mis sur l'oral. Essayons de comprendre pourquoi. Rappelons d'abord où en était le concours d'admission à cette rentrée 2024. Il s'appuyait sur un total de 80 points, constitués à partir du dossier scolaire, 20 points, des bulletins de notes du lycée, 20 points. Alors, on n'avait pas intérêt à être de mauvais élèves à l'école. Des écrits personnels, 20 points, sur lesquels nous allons revenir. Et enfin, d'un oral noté sur 20 points également. Alors, en tout, ça faisait 100. L'an prochain, enfin je crois, hein, oui, 20, 80, oui, c'est ça, 80. Ouais, 80. L'an prochain, un nouveau concours sera organisé sur une base de 120 points, mettant face à face le dossier scolaire, les bulletins du lycée et les écrits personnels, réunissant 60 points, et un oral qui comptera à lui seul 60 points. Alors, dans une vidéo que j'ai regardée, où apparaissent pour incarner les étudiants 8 visages de jeunes gens, dont un seul de souche visiblement européenne, la rédaction du Parisien, sous la plume de Marwan Mehadj, qui est bien connu des services pour sa proximité idéologique avec la confrérie des frères musulmans, a tiré la sonnette d'alarme au motif que cette sélection par l'oral favoriserait nécessairement les candidats issus des classes les plus aisées, maîtrisant mieux l'art de la conversation. C'est d'ailleurs vrai. Une bonne expression est souvent un héritage familial, donc social. L'équation a été démontrée depuis longtemps, précisément en 1964, dans l'ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, Les héritiers. Statistiquement, et seulement statistiquement, ce qui laisse entrer des exceptions bien sûr, loin de constituer un ascenseur social, ce genre d'école, voire l'école en général, n'est qu'une sorte de photocopieuse reproduisant à la sortie les inégalités sociales visibles à l'entrée. Mais on peut aussi poser d'autres questions sur l'intérêt d'alourdir le poids de cet oral d'entrée à Sciences Po Paris. Déjà, les épreuves dites d'écriture personnelle peuvent servir à sélectionner les candidats selon leur idéologie. Parmi ces épreuves, l'une est intitulée « Activités et centres d'intérêt », où l'on demande aux candidats de faire part de ses expériences d'encadrement ou d'animation. Son militantisme, par exemple, et de son engagement citoyen. Alors, dans la rubrique Essai Sciences Po, on pose la question, par exemple, quel statut voudriez-vous faire ériger dans l'espace public de votre pays? Rédiger le discours qu'une personnalité politique pourrait prononcer lors de l'inauguration de la statue. Inévitablement, le candidat est appelé à exposer ses idées. Et si elles sont de gauche, elles seront les bienvenues. On imagine mal un discours sur une statue d'inauguration de charrette. Vous saurez pourquoi je vous dis ça dans quelques secondes. Jusqu'à présent, tout allait pour le mieux, parce que le procédé permettait de trier entre le bon grain de gauche et l'ivraie de droite, quand bien même la toute-puissance UNEF, par exemple, aujourd'hui dirigée par Iman Welhadj, ne pèse que 2% du corps électoral étudiant. Mais à force d'accueillir et cultiver toutes les tares de l'époque, dont le wokisme, le racisme anti-blanc, etc.,
Et dans un contexte d'importation démographique d'un conflit extérieur, l'établissement doit faire face aujourd'hui à une vaste offensive islamo-gauchiste dirigée contre l'État d'Israël en guerre avec ses voisins, occupation de campus, etc. Englouti dans son propre naufrage qui rappelle la ruine intellectuelle du campus d'Evergreen aux États-Unis. Je recommande à tous ceux qui nous regardent de trouver ça en accès libre sur YouTube. L'incroyable naufrage de l'université d'Evergreen, et ça a déjà quelques années. Sciences Po Paris a imaginé de parer au plus pressé en alourdissant le poids de l'oral qui, à l'instar de celui du baccalauréat, n'est pas une épreuve à proprement parler académique, mais un oral de motivation permettant de repérer ceux qui pénétreraient l'institution comme autant de virus. En tout état de cause, cette réforme est motivée par toute autre chose que des préoccupations pédagogiques. Peut-être quelques voies d'eau seront colmatées, mais sans qu'il soit possible de sauver le navire. C'est pourquoi, dans ce naufrage général de l'éducation et de l'instruction, qui assigne à la France une place très très loin dans le classement PISA, il est indispensable d'offrir à la jeunesse une nouvelle Sciences Po comme une arche de Noé flottant sur les eaux du déluge. Était la raison d'être de l'ICEP. Bon, pour tous ceux qui apprécient cette émission mais se demandent quand elle a lieu, je précise qu'elle a lieu toutes les 4 semaines de 18h à 19h30. Alors je suis en train de chercher en février, donc le mois prochain. La prochaine émission aura lieu le lundi 24 février. Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 janvier et mon invité est le docteur Reynald Secher. Alors, à la demande générale, j'ai fait revenir Reynald Secher, qui est évidemment un historien qu'on ne présente plus, parce que tout le monde l'aime, évidemment. Et il vient de sortir cette bande dessinée. Je pense que si je la mets devant la caméra, ça devrait passer. Cette bande dessinée, qui est sa dernière BD, qui est Histoire de France, tome 9, de 1643 à 1789. Une date problématique et évidemment considérablement importante dans l'histoire. Cela dit, je suis heureux évidemment de vous présenter sa dernière BD, mais nous nous attacherons aujourd'hui à l'un de ses nombreux ouvrages qui s'appelle « Du génocide au mémoricide », à propos évidemment du génocide vendéen, parce que le thème de notre émission est la guerre mémorielle. Merci Reynald Secher d'avoir bien voulu venir. Merci cher ami de m'avoir invité. Si vous permettez, je vais commencer par une anecdote. J'ai fait Sciences Po. Ah! Oui. Alors le concours d'entrée à Sciences Po à l'époque était très 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 difficile et je me suis déjà heurté au corps enseignant et il fallait faire à l'époque un mémoire terminal. Nous étions en 1981. Et j'avais pris comme sujet le fait Thatcher. Et j'avais conclu en 1981 que le thatcherisme n'était pas un mouvement de circonstances, mais un mouvement structurel et qui s'accompagnait de toute une philosophie avec Hayek, etc., qui doivent vous parler, vous qui êtes Friedman, économiste. Et mon directeur de thèse, qui était un Anglais, était violemment contre Madame Thatcher, que j'ai rencontrée une fois. Et une forte femme, un caractère... oui, au sens psychologique du terme. Oui. Et j'ai une lettre d'elle, d'ailleurs, que je conserve religieusement. Oui. Et j'ai conclu, donc, ce que je viens de vous dire. Et mon professeur m'a dit, si tu ne rayes pas la dernière phrase, tu n'auras pas ton mémoire. Et donc, j'ai rayé ma dernière phrase. Et donc, cette dernière phrase me donnait raison. Et les cours de Sciences Po, à l'époque, étaient imbibés d'idéologie absolument incroyable. Ce qui m'amène à ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure, la mort de l'enseignement en France, de l'enseignement national. Il est déjà mort par le mot. Bon, national, c'est de l'idéologie en fait. Et en fait, il y a une mécanique à cela. La mécanique, ça a été le système de reproduction du corps professoral. Tout ça, c'est dû à Langevin et Vallon qui ont mis en place un système de cooptation, il faut le dire, qui passe par deux supports, l'écrit
et l'oral. Alors l'écrit, on peut tricher. Moi qui venais, j'ai dû déjà raconter cette histoire de l'enseignement catholique classique, traditionnel. Lorsqu'on arrivait à l'université, on était pris en charge par un grand professeur d'histoire du droit, Louis Bernard Maire, auquel je rends hommage, professeur de droit à l'université de Rennes 1, et qui nous initiait au marxisme. Alors, toutes les formes de marxisme, toutes les nuances, ce qu'était le léninisme, le soviétisme pur, puis après le polpotisme, etc. Si bien que on adaptait notre écriture par rapport à l'idéologie de l'enseignement. Et à l'époque, les copies étaient anonymes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, si bien que nous, jeunes cathos classiques, qui avions cette capacité incroyable, et rien que pour ça, on aurait dû avoir 25 sur 20, de répéter le cours du prof, on avait toujours les meilleures notes. Et je me souviens de la colère d'un enseignant que j'avais à Rennes 2, qui est devenu ministre par la suite, qui, de colère, m'avait déclassé, c'est-à-dire que j'avais 18 de moyenne et je me suis retrouvé avec 11,5 notes votées par les élèves. Alors, ce qui m'amène à la deuxième partie du concours, c'est l'oral. Et à l'oral, on ne passe pas quand on a une formation classique, parce qu'on est toujours piégé par le mot, par le concept. Ce qui fait que, même Le Monde l'écrivait à l'époque, que le corps professoral est à 98% à gauche. C'est vraiment la conséquence d'un système idéologique. Et cela passe par la nationalisation de l'enseignement privé sous contrat, mais à l'heure actuelle, il se produit un contre-phénomène grâce à l'enseignement privé hors contrat. Et je vais terminer cette histoire par une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, au mois de juin. Je suis conservateur du musée des guerres de l'Ouest à Plournel, à Quiberon, conservateur propriétaire. Et je vois arriver 3 beaux garçons. Alors, n'allez pas tirer les conclusions que... Non, 3 beaux garçons, 25 ans, et on est en plein Cagnat, et la plage, les plus belles plages au monde, après la Baule, bien entendu, sont à Quiberon. Et je suis un peu surpris de voir à 14h arriver 3 beaux garçons qui veulent visiter le musée des guerres de l'Ouest, Vendée et Chouannerie. Et là, je leur dis qu'ils se trompent, que la plage est à 1 kilomètre et qu'il faut y aller. Et ils insistent en disant « Non, monsieur, nous venons vraiment voir ce musée. » Je suis un peu surpris. Je dis « Mais comment connaissez-vous ces guerres de l'Ouest, notamment la guerre de Vendée, le génocide, la Chouannerie ?» Bien parce qu'au sein de notre enseignement, à Saint-Marc, Sainte-Marie, dans le nord du département d'Ille-et-Vilaine, eh bien, nous avons été informés et formés à cette histoire. Sa deuxième partie de la conversation qui m'a un peu estomaqué, en leur demandant ce qu'ils faisaient dans la vie. Il y avait 2 médecins, un urgentiste et un spécialiste du cœur, un cardiologue, et un chef d'entreprise spécialisé dans le cuir. Et là, j'étais un peu surpris de voir qu'ils étaient internes et que lui avait réussi ses concours. Et parce que je connais le système de reproduction et bien entendu tout ce système d'empêchement. Ils m'ont expliqué que c'était assez simple. 1. Nos pensées, utiliser le mot, et comme ils savaient écrire et définir les mots, sans faire aucune idéologie, aucune politique, simplement en étant, eh bien, réussissaient à passer comme ça les examens. Et c'est pour ça, et grâce à ça, qu'ils se sont retrouvés à ce niveau-là. Et je me rends compte, moi qui fais le tour de la France, que petit à petit, des postes importants en France sont pris par ces gens qui sont issus de l'éducation hors contrat. C'est vraiment un phénomène nouveau et qui commence à devenir un phénomène de masse. On verra dans l'avenir ce que ça donnera, mais c'est à noter. Bon, merci pour ce témoignage. Alors, je vous propose, puisque le thème de l'émission, c'est la guerre mémorielle.
C'est pour ça que j'ai cité votre ouvrage Le Mémoricide. La guerre mémorielle, parce que il existe un phénomène déjà depuis quelques années de confrontation de thèses historiques avec, de temps à autre, dans un camp idéologique, une volonté de totalement déformer l'histoire, de façon évidemment à dominer la situation. Alors, tous les jours que Dieu fait, on assiste à ce type de phénomène. Ce matin, au réveil, j'en ai relevé 3, qui sont vraiment 3, voilà, et j'ai pas passé ma journée à chercher, hein. Enfin, j'en ai relevé 3, que je vous cite. Alors, le premier, disons, je l'ai appris, mais je pense que Xavier Milei, le président de l'Argentine, l'a prononcé probablement hier ou avant-hier. Un discours extraordinaire de courage à Davos, au forum de Davos. Jamais Davos n'avait entendu un discours comme ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on pense que quand Xavier Milei est arrivé au pouvoir, du moins présidentiel seulement, parce qu'il n'a pas le Parlement avec lui, tout le monde disait que c'était un fou, un dingue, enfin bon, c'est une façon de discréditer l'adversaire. Et en l'occurrence, dans ce pays qui était au bord de l'effondrement total, il a réussi à ralentir la chute et même maintenant à commencer à redécoller. Il a tenu un discours à la fois politique et moral sur la civilisation. Évidemment, nous ne pouvons que boire du petit lait, sinon que il a réussi, enfin lui-même, il est infesté d'un enseignement dévoyé. En particulier, il a osé comparer la caste actuelle à l'ordre ancien, de l'ancien régime, etc. Autrement dit, à l'entendre lui, Louis XVI était un monstre et vous voyez, les 3 ordres étaient... Donc c'est affreux, c'est-à-dire que même chez quelqu'un comme ça, qui est pourtant très, très bien, enfin très sain, il répète évidemment les mensonges sur l'ancien régime jusqu'à ce type d'assimilation. Donc ça, c'est la première chose que j'ai entendue. La deuxième chose, j'ai lu un commentaire sur l'armée américaine et au détour de ce commentaire, il était question de la guerre du Vietnam. À lire ce commentaire, l'Amérique avait attaqué le Vietnam. Il avait bombardé cruellement l'agent orange, etc. Bon. Mais il y avait 2 Vietnams. Ce n'est pas le Vietnam. Il y avait un Vietnam du Nord, un Vietnam du Sud. Alors, je suis beaucoup plus jeune que vous, Rénal, bien sûr. Mais enfin, j'avais quand même 15 ans quand Saigon est tombé. La capitale... Libérée. Libérée, pardon. Que disait la presse. Oui. Jean Daniel, il faut se rappeler. Oui. Saigon libérée. Libérée, 75. absolument. Donc, autrement dit, Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, qui avait été conquis par le Nord-Vietnam. Alors, une chose est de s'interroger sur la pertinence de l'intervention américaine dans cette guerre. Est-ce qu'il fallait qu'elle le fasse? C'est un peu facile de juger avec tant de décennies de distance, évidemment, de juger les actes de ceux qui étaient aux responsabilités à cette époque-là. On peut s'interroger, pourquoi pas, là-dessus. Il y avait la théorie des dominos, si vous vous souvenez. Les Américains avaient peur que les États libres, les uns après les autres, soient subvertis par le communisme international, etc. Ce qui finalement, ça a été qu'un début. Enfin, ça n'a heureusement pas recouvert toute la terre, sinon les esprits. Hein. Nous sommes encore, nous sommes surtout à l'université, les communistes sont toujours là. Alors ils peuvent prendre d'autres noms. Plus que jamais, bien sûr. Parce qu'on est dans un système de cooptation. Oui, le dernier communiste sera à l'université. Oui, absolument. Donc, ça, deuxième, c'est comme s'il y avait un Vietnam, alors qu'il y en avait 2. Bon, et effectivement, l'Amérique soutenait le Sud-Vietnam contre le Nord-Vietnam. Bon. Troisième, alors là, c'est un événement, disons, international d'aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Alors là, c'est un festival, c'est-à-dire que je rappelle qu'il y a 80 ans, à cette date, le camp d'Auschwitz a été libéré par l'armée rouge. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un peu insincère de la part de l'armée d'un pays lui-même totalitaire et qui ne manquait pas d'avoir des camps dans son propre pays. N'empêche que c'est la Russie qui est arrivée là, elle n'était pas invitée.
parce que c'est la Russie de M. Poutine, donc ça n'est pas possible. Sont arrivés là-bas, invités par donc les Polonais, hein, notamment le directeur du musée d'Auschwitz, sont arrivés les Anglais, qui n'ont pas participé à cette libération, Oui. les Français encore moins, et les Espagnols, qui non seulement n'ont même pas participé à la Deuxième Guerre mondiale, enfin on sait bien qu'à l'époque, l'Espagne se sentait plus proche de l'Allemagne que de la Russie, hein, pour des questions touchant... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais bon... Non, mais allez-y, répondez. Hein. Ah non, mais je ne suis pas d'accord. En tout Franco cas... n'a rien à voir avec... j'ai pas dit ça. Oui, non, mais j'ai pas dit ça. Mais il y a même eu la division Azul, quand même, qui est partie sur le front de l'Est aux côtés de l'armée allemande. Donc je suis pas en train bien naturellement d'assimiler, loin de là. Franco à Hitler, certainement pas. Mais en tout cas, ça fait drôle de faire venir les Espagnols qui n'ont aucun lien avec cette histoire. Nous, déjà, on n'en a pas, mais enfin, au moins, on a connu la Deuxième Guerre mondiale, pas les Espagnols. Les Anglais, ils l'ont menée triomphalement, voilà. Et puis, pas d'Américains, parce que à la tête des États-Unis, il y a Donald Trump. Donc, c'est pas possible que l'Amérique soit invitée à la libération d'Auschwitz. Il n'y a même pas les Russes. Donc, là, on voit comment cette guerre des mémoires, motivée par l'idéologie, aboutit au fait que ce sont les Anglais, les Français et les Espagnols qui viennent fêter la libération d'Auschwitz qu'ils n'ont pas accompli il y a 80 ans. Là, ça devient vraiment délirant. Alors, j'aurais d'autres exemples à vous donner, évidemment, parce que comme je vous propose de partir de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'à la situation française, mais on pourrait relever bien d'autres questions, bien d'autres sujets. Il y en a un, par exemple, les délires panafricanistes de l'histoire. C'est-à-dire que les Égyptiens sont des Bantous dans ce délire, alors que tout le monde sait, surtout maintenant avec les tests ADN, etc., que en fait tout ça sont des Berbères. Il faut interroger Bernard Lugan. De la côte Maroc, du Maroc jusqu'à l'Égypte, tout ça, en fait, c'est ethniquement... C'est le monde berbère, oui. C'est le monde berbère. Ouais. Et donc, non, il faut absolument que les Égyptiens aient été des Bantous, quitte à ce qu'une production hollywoodienne invente une Cléopâtre bantoue, ce qui est quand même extravagant, là, parce qu'en plus de ça, on est dans la dernière dynastie égyptienne qui est grecque, c'est celle des Ptolémées. Donc, c'est du délire complet. Sans parler, évidemment, du cône en haut de la grande pyramide qui servait d'antenne parabolique aux extraterrestres à l'époque, hein, c'est bien connu. Ou alors, les délires, au moment de l'indépendance du Ghana, on a assisté à des délires complets de réécriture totale de l'histoire, où ces gens-là, les Bantous, ils ont tout fait. Enfin, ils sont à l'origine de la civilisation. Et il y a encore des gens comme ça. Il y a, j'en finirai là à propos des Africains, de ce panafricanisme délirant. Il y a à Dakar une université Cheikh Anta Diop. Alors, Reynald... intéressez-vous superficiellement à cette histoire. Là, c'est vraiment le délire total. Mais ce qui est terrible, c'est ce Cheikh Anta Diop est évidemment un farfelu complet. Mais Dakar lui a donné le nom de son université. C'est quand même extravagant. C'est incroyable. On chercherait quelqu'un ici... en France, je ne sais pas, moi, celui qui se faisait passer pour ayant visité les extraterrestres, là, comment il s'appelait ce type-là, qui avait une secte, celui permettait d'abuser les jeunes femmes c'est comme si ce type-là, on lui donnait le nom d'une université. Enfin, c'est aussi farfelu que cela. Et donc, c'est pour ça que je parle de guerre mémorielle, parce que c'est la culture du ressentiment habituelle, qui fait que on réinvente la culture du vide. La culture du vide. Et on réinvente une histoire complète. Et avant de vous céder la parole, parce qu'il faut quand même que vous parliez, surtout que vous aimez bien parler, je citerai une dernière chose que j'ai vue il n'y a pas très longtemps sur Internet. Alors là, si vous voulez, c'est apparemment sympathique. Et en même temps, c'est pathétique.
Vous savez que dans cette histoire, la traite négrière n'est que le fait des Blancs. Il n'y a pas eu de traite négrière interne aux Africains. La traite négrière arabe n'existe pas. Elle a duré bien plus longtemps. Et puis, effectivement, là, on peut dire que avec la traite négrière des Arabes, on peut voir en Égypte des profils comme ceux d'Anwar el-Sadat, par exemple. Contrairement à Nasser. Nasser est vraiment, on dirait aujourd'hui, un blanc, entre guillemets. Anwar el-Sadat, il est quand même plus métissé que ça. Hein. Donc ça, on le sait que ça vient de l'époque arabe. Et puis, je vous citerai, je pense que ça dira peut-être quelque chose à certains de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. J'ai vu sur Internet une chanson, j'ai écouté une chanson interprétée par un grand groupe de centaines d'amateurs qui chantent, qui ont l'air très heureux de chanter. Ils sont tous habillés en blanc, on a presque l'impression que c'est une secte. Ça s'appelle le Grand Choral. Ils sont charmants, ils sont absolument charmants. Je crois que c'est installé en Champagne, je ne sais pas. Enfin, et ils sont 900 gauchistes à peu près, de tous les âges, du deuxième âge au troisième âge. Mais il y a une chose qui les réunit tous, c'est leur âge mental, quoi. Ils ont 11 ans. Et ils accompagnent une jolie chanson, selon les critères de la variété, bien sûr. Hein. On n'est pas chez Rachmaninoff, évidemment, mais une jolie chanson qui est charmante, d'un Camerounais, je crois, et qui raconte, mais de façon totalement infantile, les rapports de domination. Ça s'appelle ils ont partagé le monde. Mais oui, mais l'histoire, c'est l'histoire des peuples, c'est ça. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils citent des empires africains. Ils se sont constitués comment, ces empires africains? Vous voyez, on est dans la naïveté la plus totale, avec des gens qui sont tous des blancs, d'ailleurs, dans cette affaire, ou quasiment tous, dans ce chœur de 900 gauchistes, et qui s'attaquent eux-mêmes de façon complètement... Mais ils sont sympathiques, hein. Et on se dit, mon Dieu, enfin, comment est-ce qu'on peut être aussi infantile 11 ans. Oui, 11 ans d'âge mental. Voilà. Ça, c'était, disons, l'extérieur. Voir comment l'histoire est récupérée par une idéologie ou un peuple. Même la géographie, d'ailleurs, pensez aux Arabes qui veulent qu'on parle, les Arabes d'Arabie Saoudite, hein, qui veulent qu'on parle de Golfe arabe et non pas de Golfe Persique, parce qu'ils sont contre l'Iran qui est en face d'eux. Vous voyez, notre ami Trump lui-même, hein, qui veut qu'on parle non plus du Golfe du Mexique, mais le Golfe d'Amérique. Ben, il se produit un phénomène d'accaparement comme ça. Ah, mais la nullité de tous ces gens est incroyable. La nullité de nos élites est affligeante. Je vous raconte une histoire curieuse que j'ai vécue avec Jacques Chirac. J'avais rendu un service important au RPR à l'époque. Et il faut t'avouer, à demi pardonné. Le RPR voulait absolument me rémunérer financièrement. Et moi, je ne voulais pas du tout de cela. Et j'avais mis comme condition, si je réussissais à faire élire un candidat, que je puisse disposer à Paris d'une salle d'exposition gratuitement, qui est, en l'occurrence, c'était la salle des Blancs-Manteaux. Et on a fait une exposition, parce que j'ai gagné l'élection contre Edmond Hervé, et maire de Rennes. Et j'avais gagné donc ce droit de disposer gratuitement de la salle des Blancs-Manteaux. C'était extraordinaire. C'est la seule exposition qu'il y ait eu durant 2 siècles à Paris, sur la Vendée et la Chouannerie. Et pour ce faire, il a fallu que je rencontre Jacques Chirac. Et je l'ai rencontré dans le cadre d'un hôtel à Rennes, Anne de Bretagne. Un matin, on m'a dit « Tu as exactement un quart d'heure ». Et j'arrive dans une salle au volume impressionnant. Et il y avait Jacques Chirac qui était en train de prendre son petit déjeuner. C'est assez curieux. Il avait un drap comme serviette. Il avait peur de se salir. Ah, mais il avait une quantité de nourriture incroyable. Et quand j'arrive dans la salle, il me dit « Ah, bonjour Rénal, comment vas-tu ?» Un sens de la communication il était réputé inouï. Oui.
Et il me dit, comment t'as fait pour vaincre Edmond Hervé en termes de com, etc. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent que Edmond Hervé était un ministre socialiste. Socialiste, maire de Rennes, Voilà. très connu en raison de l'affaire du sang contaminé, entre autres. Et il me dit, ta salle, tu l'as... Il s'en moquait totalement. Par contre, je voudrais bien te prendre comme responsable de com de RPR. Et moi, je voulais absolument pas entrer Une dans belle ce carrière genre. vous attendait. Oui. Et il me dit, c'est pourquoi ton exposition? J'ai dit, c'est pour les guerres de l'Ouest. Alors là, il me regarde avec des grands yeux. Il me dit, c'est quoi les guerres de l'Ouest? J'ai dit, c'est la chouannerie et la Vendée. Il me dit, la Vendée, Villiers, jamais. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Les guerres de Vendée. Il me dit, explique-moi. Donc, je lui ai expliqué pendant 1h15, j'avais un quart d'heure avec lui, pendant 1h15, ce qu'étaient les guerres de l'Ouest. Celle-là, passionné. Il ne faut pas oublier qu'il est le spécialiste des arts premiers, c'est-à-dire des non-arts. Et donc, et à la fin, je lui dis, monsieur le Premier ministre, ça serait bien que vous écriviez le préambule du catalogue. Et là, il me regarde avec un regard vif, en me disant, tu sais que je suis énarque. Oui, enfin, tout le monde le sait. Moi, je sais ni lire ni écrire. J'ai toujours eu du personnel, donc tu m'écris l'introduction et je la signerai. Et je lui ai donc écrit l'introduction qu'il a signée sans même la lire. Ben, voilà. Et il dirige la France. Mais je peux vous raconter des histoires, parce que j'ai des amis qui ont travaillé avec un certain nombre de présidents. Je crois que celui qui est au sommet du panier, c'est Hollande, qui est d'une inculture absolument incroyable. Quant à Macron, n'en parlons pas. Hein. C'est le point commun, l'inculture de nos chefs d'État. C'est vrai que c'est un milieu très superficiel pour ceux qui ont un peu touché au milieu politique, ce qui est votre cas et le mien, parce que nous avons, si j'ai bien compris, travaillé chacun dans des cabinets différents, enfin c'était quand même des cabinets politiques. J'avais été très frappé par ça. En fait, les gens n'ont pas le temps, de toute façon. Ils ont le bagage culturel qu'ils ont acquis avant de se lancer en politique. Sciences Po ne fait pas d'histoire, je rappelle toujours. Oui, Sciences Po fait de la science politique. En fait, le niveau historique des gens qui sont diplômés de Sciences Po, c'est le niveau historique qu'ils ont eu en terminale. Oui, c'est ça. S'ils ne lisent pas ou ne s'informent pas, ils restent à ce niveau-là, qui est un niveau très idéologique, et puis on reprend ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, c'est ça. Par contre, à l'ENA, alors là... C'est-à-dire ? Mais il n'y a rien. Ah oui. Il n'y a rien. Et donc, ce qui est terrible, c'est... cela, vous parlez de l'inculture. Alors, vous avez mentionné Macron, tout le monde se souvient de la première campagne présidentielle triomphale de Macron, où il avait parlé de l'île de la Guyane. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que non, il savait pas, c'était la dernière possession continentale française outre-mer. Et l'une de ses députées, je me souviens, interrogeait déjà sur des problèmes qui se passaient à Mayotte, déjà, donc du premier quinquennat, répondant très embarrassé le journaliste, ne savait pas du tout quoi répondre. Vous savez, c'est un cas un peu particulier, la ville de Mayotte. Voilà, donc ça c'est l'inculture des gens qui nous gouvernent. C'est très intéressant, d'ailleurs je renvoie à ceux qui nous regardent aux mémoires de Giscard d'Estaing, non pas pour donner Giscard d'Estaing en exemple, loin de moi cette idée saugrenue, mais c'est un livre très intéressant, Le pouvoir et la vie, parce que c'est, à ma connaissance, le seul chef d'État de la Ve République qui a pu décrire la vie quotidienne d'un président de la République. Voilà, à l'Élysée, ailleurs, etc., comment les choses se passaient. Donc ça, c'est très intéressant du point de vue documentaire. Après, les plaidoyers pro domo, évidemment, il ne faut pas en tenir compte, naturellement. Mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas, et notamment une chose qui m'a extrêmement marqué, au sommet de la Guadeloupe, je crois que c'était la Guadeloupe ou la Martinique, il me semble que c'est la Guadeloupe, si vous vous souvenez de ça, au début de 1979, se réunissent, à l'époque on est encore sous la guerre froide, donc il n'est pas question de mêler la Russie à tout ça, enfin l'URSS à l'époque, se réunissent le président Carter, le faible monsieur Carter. Le très faible, le néant, le néant, marchand de cacahuètes. Et oui, voilà, pendant les meetings, ils distribuaient des cacahuètes, c'était extravagant, enfin nous on se disait, mais les gens n'ont pas l'impression qu'on les prend pour des singes, comme ça se voir distribuer, vous savez comme au zoo, on faisait ça, on apportait des cacahuètes aux singes qui étaient derrière les grillages, et bref, donc il y avait... Son plus grand titre de gloire, ça a été ses funérailles nationales.
Oui, là, voilà, c'est pour cet homme. Enfin bon. Donc il était là, Carter. Il y avait le Premier ministre britannique, j'arrive plus à me souvenir de son nom, est-ce que c'était déjà encore Harold Wilson, je ne me souviens plus. Il y avait le chancelier d'Allemagne, Helmut Schmidt, et puis Giscard. Et à eux quatre, ils ont abordé des questions internationales, en particulier, qu'allons-nous faire avec l'Iran, qui était en pleine révolution islamique, et la méconnaissance totale de la réalité iranienne, de la réalité chiite, de la part de ces quatre personnages. Mais Giscard était le moins inculte de ces quatre-là. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit ça au détour d'une phrase. C'est incroyable. Helmut Schmidt, chancelier d'Allemagne. Alors, à l'époque, c'est l'Allemagne de l'Ouest. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que l'Allemagne est divisée en deux. Il y a l'Allemagne qui est gouvernée par les Russes, bolcheviques, et puis l'Allemagne occupée par l'Amérique en particulier. Mais nous aussi, on pouvait faire son service militaire en Allemagne à l'époque. Et donc, le chancelier d'Allemagne, c'est quand même pas rien, l'Allemagne. Arrive là-bas, encore une fois, j'arrive pas. Peut-être que quelqu'un de radio, un de nos auditeurs pourrait envoyer le papier pour une intervention pour préciser si c'était en Guadeloupe ou en Martinique. Je sais pas pourquoi j'ai une hésitation. En tout cas, le type arrive, Helmut Schmidt, et il dit à Giscard: ah, c'est marrant, vous avez encore des colonies. Nous, ça fait longtemps qu'on s'en est débarrassé. Alors, Giscard a la politesse. Je suppose que c'est par politesse qui lui a pas dit, écoutez, vous vous en êtes pas débarrassé, on vous les a chités. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous êtes fait tout piquer. En particulier. Ça faisait partie des traités de paix. D'armistice d'ailleurs. Oui, des traités de paix entre guillemets. Et donc, dans le Pacifique, ils se sont fait tout piquer par les Anglais. Et puis en Afrique, on s'est partagé. Les Belges ont eu le Rwanda et le Burundi, et puis les Anglais, les Français se sont partagés, le Cameroun, un peu de Ghana, un peu de Togo. On entend un président de la République, et ça a été répété, que les racines européennes ne sont pas exclusivement chrétiennes. Bon, ça y est, on a compris. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et que tous les chefs d'État ou premiers ministres, avec le pouvoir de chef d'État, aient accepté cela. Entre parenthèses, c'est en particulier Chirac. Mais c'est Chirac. C'est ça, il faut le dire. Chirac était complètement inculte, je répète. Moi, j'ai échangé au niveau de la culture avec lui. C'était abyssal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il aimait, je répète, les arts premiers. C'est quoi un art premier? Alors, je finis mon anecdote sur Helmut Schmidt. Donc, Giscard a la politesse de ne pas lui répondre ça. Pour ne pas l'humilier. Et alors, il lui dit, oui, mais là, vous parlez des colonies du 19e siècle, mais ici, vous êtes dans un pays qui est depuis 400 ans sous souveraineté française, et les habitants ont tout à fait l'intention de rester français. Ah, répond Helmut Schmidt, je l'ignorais. Il est le voisin de notre pays. C'est la France qui est juste à côté de son pays. Non seulement il ne sait pas ça, mais il n'a même pas quelqu'un dans son cabinet qui, au moins, pendant le voyage en avion, lui rédige une petite note, monsieur le chancelier, voilà où nous allons atterrir, je vous fais un tout petit topo. Rien du tout, quoi, une toute petite chose, comme on a tous fait en cabinet politique. Non, c'est-à-dire que ces gens-là sont... Alors, comment voulez-vous, quand ils abordent la question de l'ayatollah Khomeini, de savoir comment aborder cette question-là, de cette révolution en Iran, quelles sont les conséquences possibles. Comment voulez-vous que ces gens-là prennent une décision intelligente, mûrement réfléchie, quand ils n'ont même pas ces bases-là? Mais là, Reynald, nous parlons de l'inculture. J'essaie de recentrer notre conversation sur la guerre. La guerre mémoriale. C'est-à-dire la négation, par exemple, la transformation de l'histoire. Alors, si vous permettez, oui. Je vais tout de même rappeler quelque chose. C'est que la guerre mémorielle, elle est vieille comme le monde. Il suffirait de retenir cette volonté qu'avait, par exemple, Jules César, de fabriquer une histoire, la guerre des Gaules. Oui. Il cache un peu les massacres. Absolument. Ouais. Mais c'est aussi, sous l'Ancien Régime, puisqu'on en parlait tout à l'heure,
cette guerre mémorielle menée par la monarchie centralisatrice, qui, à chaque fois qu'elle s'emparait d'un territoire, d'un pays, d'un royaume, refabriquait une histoire. Je prends par exemple l'histoire de la Bretagne, puisque je suis breton. Ça m'aurait étonné, ça, que vous parliez. Allez-y. Les Bretons ne sont devenus français que quand ils se sont mariés, là, quand il y a eu ce mariage... pas du tout. Le 4 août 1789. Ah oui, c'est là qu'on leur... oui, bon. L'abolition des privilèges. Parce qu'ils avaient le privilège de rester bretons, c'est ça? De rester bretons, avec leurs lois, leurs coutumes, leur parlement, les États de Bretagne, etc. Bien. Et les rois de France, évidemment, ont refabriqué une histoire de la Bretagne qu'ils ont voulu française avant même la France. Vous voyez? Donc, une reine comme la duchesse Anne de Bretagne s'est battue pour cela. C'est pour ça qu'elle a fabriqué un livre d'histoire qu'elle a confié à Bouchard. Bon. Donc, la guerre, elle est là, elle est omniprésente. Alors, et tout de même, on est... Parce que là, vous avez affaire la première guerre réelle, mémorielle, qui englobe le territoire, c'est vraiment la Révolution française. Et ce, très tôt. Que ce soit au niveau de la langue, lorsqu'on décide de créer une langue une et indivisible, le français, ça veut dire que toutes les autres langues sont de facto hors la loi. C'est très important, cette notion de loi. Puis après, on va fabriquer une histoire, la nuit, le jour, avant 1789, etc. Bon. Et donc, à partir de 1790, grosso modo, on va fabriquer de toutes pièces une histoire officielle pour fabriquer une identité. Et si je puis me permettre d'intervenir, mais je prends la parole tout de suite, c'est aussi de cette époque que date, un petit peu avant même, que date le mythe des Gaulois et des Francs. C'est-à-dire que la noblesse serait franque, le peuple serait gaulois, ce qui est complètement absurde, évidemment. Absurde. Ouais. Et en fait, la Révolution fabrique le Gaulois et peu à peu le mythe, sous la Troisième République, va vraiment éclore nos ancêtres les Gaulois, ce qui est tout à fait vrai. Mais les Francs sont représentés comme les ancêtres de la noblesse, ce qui est idiot entre 496 et 1789. Vous imaginez le nombre de siècles, comme s'il n'y avait pas eu de renouvellement des élites. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous ai interrompu. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et donc, on va fabriquer... Sur la Bretagne, moi, je ne suis pas tout à fait avec vous, mais je vous dirais. Mais non, parce que, écoutez, on était des Gaulois. Alors, justement, avant César, me foudroyez pas du regard, Rénal. Avec César... quand César envahit les Gaules en profitant des querelles entre nous, etc. Les Gaules, oui. Les Gaules, bien sûr. Il y a l'Armorique, le pays d'Astérix et Obélix. Je pense d'ailleurs que nos petits-enfants apprendront à l'école que toute la Gaule était occupée, sauf un petit village au nord. Je ne l'exclus pas. Ils apprennent déjà ça. Oui, je vous dis pourquoi. Et chaque village revendique... d'être le village d'Astérix. Ah bon, on en est déjà là. Alors l'Armorique, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les Côtes d'Armor. L'Armorique, c'est toute la Bretagne. C'est les 5 c'est toute la Bretagne. Bretons, oui. Disons que ça nous est rappelé par l'existence de ce département. Je vous dis ça parce que il y a quelques années déjà quand même, j'habitais en Provence et il y avait une classe, comme les institutrices ne savaient pas quoi enseigner, parce qu'eux-mêmes ça ne change rien, donc, à part en faire des citoyens, bien sûr, et leur dire pour qui ils devront voter quand ils seront grands. Mais ceux-là, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils avaient la chance de vivre dans un pays au climat clément, et donc ils leur faisaient faire des balades, y compris dans la rade de Marseille. Et un jour, il y a une prof d'histoire qui se trimballe comme ça avec sa classe et il passe à côté du château d'If. Il dit alors là, vous voyez, c'était le château d'If, c'est là qu'était le masque de fer. C'est-à-dire que elle n'arrivait pas, elle, professeur entre guillemets d'histoire, ne faisait pas la différence entre le roman d'Alexandre Dumas et l'histoire. Pour elle, c'était rentré dans l'histoire. Et donc, c'est pour ça qu'un jour, je pense qu'il y a
nos petits-enfants diront toute la Gaule était occupée, sauf un village au nord, et la vie n'était pas facile pour les garnisons de petits bonhommes, laudanum, tartopome et aquarium. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, on était tous Gaulois. Bon. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien sûr, au grand historien que vous êtes, y compris de la Bretagne, au 5e siècle, avec les invasions qui sont nos frères, enfin, les Bretons... Les Bretons de la petite Bretagne. Non, de la grande Bretagne. C'est la petite Bretagne, oui. Viennent en petite Bretagne, en Armorique, et ils vont modifier, disons, ce pays, au point qu'on va parler désormais de la Bretagne, alors qu'avant c'était l'Armorique. Ce qui fait croire, d'ailleurs, à certains Bretons, je ne sais pas où vous en êtes avec ça, Rénal, que disons, tout le cycle arthurien se passe en Petite-Bretagne. Oui, c'est incroyable. Ah bon, ça d'accord. Ah, oui, c'est incroyable, alors que ça se passe en Grande-Bretagne. On a d'ailleurs retrouvé le tombeau du roi Arthur il y a quelques années. C'est incroyable. Mais le roi Arthur, oui, c'est son épée qui est dans un lac. Pour revenir tout de même à notre problème de fond, je pense que c'est la Révolution française qui a cette idée de créer une nouvelle identité. D'ailleurs, ça nous permet de définir l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? C'est savoir d'où on vient, d'où l'enjeu de la maîtrise de la langue, l'enjeu de la maîtrise de l'histoire et l'enjeu de la maîtrise de la philosophie. Bien. Savoir qui on est à l'instant T, savoir où on veut aller ensemble. Bien. C'est ça l'identité. Et la Révolution française a cette idée révolutionnaire au sens français du terme, et non pas au sens anglo-saxon, que ce soit le sens anglais proprement dit ou le sens américain du terme, parce qu'en fait, ils ont connu la même révolution fondamentalement. Tandis que nous, en France, c'est une rupture. On déracine et on crée l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme nouveau sans racines, sans mémoire. Et on justifie ça parce que, vous avez dit tout à l'heure, la nuit, l'obscurantisme de l'ancien régime, les mots ne sont jamais innocents. Et là, on assiste à une guerre mémorielle grandeur nature qui se passe sur le territoire national, ce qui donne d'ailleurs naissance à un certain nombre de mouvements politiques, comme la Chouannerie, la Vendée, le mouvement savoisien, dont on parle peu, les mouvements corses, etc., qui, eux, se situent dans la longue durée, dans la transmission de la longue durée, le roi étant, d'ailleurs, la monarchie étant la garantie de cette longue durée, ne serait-ce qu'à travers la famille, proprement dit. Bien. Et donc, là, on met en place tout un système qui s'appelle le jacobinisme, avec la création d'une nouvelle histoire, mais cette nouvelle histoire passe par la négation de l'ancienne histoire. Et entre autres, on va utiliser les médias de l'époque, le monde politique, avec cette appropriation, confiscation du pouvoir par les Jacobins, ce qui est toujours le cas fondamentalement, avec une idée unique, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, bien, ce qui donne d'ailleurs l'idéologie actuelle, le wokisme, etc. Bien. Et je rappelle toujours que le wokisme est la continuité de la Révolution française qui a donné naissance à un mouvement que l'on ne maîtrise pas, qui est le nihilisme. Bon, parce que la Révolution française, elle est foncièrement nihilisme. Et le wokisme n'est qu'une traduction de ce nihilisme. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment ce wokisme est né aux États-Unis pour revenir comme un boomerang en France, là où il est né, en fait. Bien. Peut-être, pardonnez-moi, peut-être y a-t-il une influence de la French Theory sur les campus américains, à Berkeley, etc., et qui ensuite va se diffuser un peu partout.
Et peut-être, alors là, donc les derniers philosophes, disons français qui ont compté, Deleuze, Foucault, etc. Et d'ailleurs, j'aurais dû citer un quatrième événement. En allant prendre mon train, je passe devant la maison natale de Foucault. Vous savez que Foucault est né à Poitiers. Et là, c'est pareil, la plaque qui a été apposée par les autorités locales présente Foucault comme quelqu'un qui a lutté contre les oppressions. Non, on croit rêver. Ce type était communiste. Il a soutenu d'ailleurs l'ayatollah Khomeini. Oui, absolument. Il était favorable à l'ayatollah Khomeini. Mais voilà, on refait l'histoire avec une plaque mémorielle qui nous dit cet homme a lutté contre les oppressions. C'est extraordinaire. Oui, je vous ai encore interrompu, mais c'est pour vous dire, c'est pour mieux faire comprendre à ceux qui nous regardent l'importance en fait de cette guerre mémorielle, s'emparer des choses, les transformer l'histoire, refaire une autre histoire, quoi. Et c'est tellement dommage Quand j'ai vu les commentaires, par exemple, à l'occasion du décès de Jean Daniel, j'ai halluciné, parce qu'il suffit de lire ce qu'il écrivait, ne serait-ce que pour les événements liés à Pol Pot, c'est hallucinant, quoi. Et on en fait un héros de la résistance, alors que c'est un héros de la collaboration communiste. Mais on peut en parler il convient à l'infini. Il convient alors, sans en parler à l'infini, mais à chaque fois, je vous renvoie à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Pol Pot est l'homme qui a fait mourir à peu près un tiers de la population de son pays, le Cambodge, entre 1975 et 1979. Alors, après, oui, ça, je ne suis pas un historien. Comme c'est incroyable qu'il y ait encore des staliniens dans notre pays, qu'il y ait un parti communiste. C'est absolument incroyable. Bon. Alors, pour revenir à la guerre mémorielle, la guerre mémorielle s'est exprimée pleinement sous la Révolution française. Et je vous demande d'entrer dans ce détail-là, mais je dois faire partir le bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je vous lis une feuille. Il me l'a chippé. C'était merci à la personne au monsieur qui rappelle que c'était bien à la Guadeloupe qu'il y a eu les 4 grandes puissances occidentales qui se sont réunies. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette hésitation à propos de et c'était Callaghan, c'était pas... Callaghan, j'ai oublié celui-là. C'était lui. Alors oui, concernant la gaffe de M. Macron, dit un autre auditeur qui a parlé de l'île de la Guyane, il a dû confondre avec l'île du Diable qui se trouve au large de la Guyane, où a été prisonnier le bagnard Dreyfus. Alors c'est pas... je connais la Guyane, puisque j'ai fait mon service militaire là-bas. En fait, ce sont ce qu'on appelle les îles du Salut. Il y a 3 îles. Il y a l'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable, effectivement, qui est... d'ailleurs, quand vous voyez ces îles-là, vous vous demandez où Papillon a-t-il inventé les falaises duquel il saute. Vous vous souvenez de ce film où Papillon est joué par un Américain, comment il s'appelait, qui a joué aussi Le Mans, enfin qui a fait beaucoup de choses. Steve McQueen. À beau mentir qu'il vient de loin. Il n'y a aucune falaise quand vous êtes sur les îles du... Bon, enfin, il voulait se mettre en valeur. C'est comme les falaises de Paimpol. De Paimpol, alors là, je ne connais pas. Parce que là, vous êtes dans votre Bretagne natale, c'est ça. C'est un autre pays, comme vous nous le rappelez. Voilà. Et donc, alors oui, c'est ça. Botrel, ça vous parle pas? Le Botrel. Si, mais vous savez, comme tous les Français, les bons Français, je méconnais la géographie française. Mais je croyais que vous étiez Poitevin. Oui, mais enfin, Paimpol, dites donc, Paimpol, c'est très loin, ça, c'est un autre pays. C'est la Bretagne. Bon, enfin, il n'y a pas de falaise à Paimpol. Il n'y a pas de falaise à Paimpol. Malgré la chanson. Ah, c'est qu'il y a une... Ah oui, c'est parce que le Botrel, c'était le texte. Oui, c'est ça. Le Botrel, oui. Oui. Il n'y a pas de falaise. L'odeur. Oui. Alors, donc, là, encore une autre personne qui me rappelle que c'était bien la conférence de la Guadeloupe. Oui, encore une autre personne. Merci de nous rappeler tout ça.
ne racontons pas que Briand était aussi inculte, mais qu'il comprenait tout. Alors que Poincaré savait tout, mais ne comprenait rien, disait-on. Ce qui est vrai. Oui. Poincaré, c'est un monstre. De connaissance, vous voulez dire. Et en fait, non, mais oui. Ce qu'il a fait durant la Première Guerre mondiale, c'est épouvantable. Clémenceau, Poincaré, c'est épouvantable. Oui, c'est sûr. Ouais. J'adore vos anecdotes. Dit cette personne et qui nous dit excellente émission. Alors, nous allons continuer, je vous avais interrompu. Je peux prendre un exemple de guerre mémorielle. On veut toujours présenter le roi Louis XVI comme un homme insignifiant. Oui, c'est incroyable ça. Ouais. Et comme un illettré, un petit bonhomme d'ailleurs, hein, gros, oui, c'est tout à fait vrai. Qui roule sur lui-même en marchant. Alors que c'est exactement l'inverse. Exactement le contraire. C'est un géant, physiquement, 1m92. Oui. Ce n'est pas le plus grand des rois. Ier. C'est François Ier, oui. 1m99. Ah. Certains disent même 2m01. Bien. Ce n'est pas le plus grand, mais c'est un géant. Un homme incroyablement cultivé. Le plus savant de nos rois. Oui. Le plus savant de nos rois. Je le compare souvent au Shah d'Iran, qui a une idée pour son pays. On oublie toujours le contexte politico-social, économique de cette France du XVIIIe siècle, qui est rivale de l'Angleterre, qui commence à rentrer dans sa révolution industrielle, non pas par quête du progrès, mais uniquement par défaut. C'est-à-dire, c'est parce que l'Angleterre n'a plus de source énergétique, qui était le bois qu'elle a coupé, il n'y a plus de bois sur l'île de l'Angleterre, et il a fallu chercher une autre source d'énergie, et ça donne le charbon, avec la capacité énergétique que l'on connaît. Mmh. La France, elle est plus importante que le bois, en effet. Que le bois. La France est beaucoup trop riche en bois, donc elle ne va pas quêter sur une nouvelle forme d'énergie. Et le roi Louis XVI a une idée de la France. C'est ce que je dis dans la bande dessinée que vous citiez tout à l'heure, l'Histoire de France, tome 9. En fait, le roi de France, il a une vision à la fois continentale, au sens européen du terme, mais aussi mondiale. Oui, absolument. Nous sommes encore... C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. On est encore dans un schéma classique de reproduction de la force, de la confrontation au sens noble du terme. Et il sait que s'il veut dominer le continent, notamment face à la Prusse, notamment face aux Viennois, au Saint-Empire germanique, il faut créer une armée puissante. C'est l'armée de la Révolution. Et la deuxième chose, pour s'imposer au niveau planétaire, il faut maîtriser les flux. Et la maîtrise des flux passe par la création de la marine. Et nous avons la première puissance maritime qui est la Royal Navy. Et Louis XVI va créer de toutes pièces, ça a commencé sous Louis XV, ce mouvement va créer la première marine au monde. D'où la victoire américaine. Oui. Et la dernière défaite anglaise dans une guerre. La dernière jusqu'à nos jours. Ah oui ? Jamais plus personne, jamais depuis, je veux dire, depuis le traité de Paris, absolument, oui. 1781, je crois, où l'Angleterre n'a perdu de guerre. C'est sa dernière défaite. Le dernier vainqueur de l'Angleterre s'appelle Louis XVI. S'appelle Louis XVI. C'est gênant de rappeler ces vérités. À la veille de la Révolution française, pour reprendre l'expression d'Henri IV, et on a les deux mamelles qui font la force de la France, tant au niveau continental qu'au niveau mondial. Et c'est bien pour ça que les Anglais ont financé massivement les les Mélenchon de l'époque, que ça soit Danton ou Robespierre, etc. Nous savons exactement ce qu'ils ont touché pour casser la monarchie française. Mais c'est exactement la même aventure qui est arrivée au Shah d'Iran, qui a une vision pour son pays,
une vision qui va à l'encontre de la vision des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, et on va casser le régime en présentant le Shah d'Iran comme un monstre, etc. Alors, il avait une police efficace, la SAVAK, mais enfin, on oublie de dire qu'il avait 2000 kilomètres de frontières avec l'URSS. C'est l'URSS à l'époque, c'est pas la Russie qui a perdu son empire colonial après l'éclatement de 91. Et donc, on oublie de dire ça, il y avait des contraintes. Et donc, la guerre de la mémoire est avant tout une guerre politique, c'est la confrontation politique et idéologique. Oui. C'est-à-dire que on veut profiter de cette guerre politique pour la transformer, la faire évoluer en guerre idéologique. Et ça donne la nuit, le jour, le jacobinisme, l'éducation nationale, etc. Parce qu'on est toujours dans le prolongement de cette guerre idéologique, avec la déviance que l'on connaît et dont on va parler tout à l'heure. Quand vous dites la nuit, le jour, je suppose que vous faites allusion à ce cataclysmique ministre de la Culture, Jacques Lang, qui disait « Nous sommes passés de l'ombre à la lumière ». Absolument, mais il ne faisait que reprendre ce que disait Robespierre. D'accord, oui, très bien. Oui, l'Ancien Régime, c'est la nuit, le néant. Et c'est ce qui me rend d'autant plus triste en lisant en écoutant plutôt le discours courageux, extraordinaire, encore une fois, tant pis, ne gâchons pas notre plaisir, de Xavier Milei au forum de Davos, et de se dire quel dommage que il est quand même ressorti les vieilles lunes de la Révolution française et de cette révolution qui a jeté à bas l'ordre ancien, encore une fois, auquel il compare la caste mondialiste actuelle. C'est invraisemblable de ce genre de confusion. Alors, je ne peux pas lui en vouloir. En plus, c'est un homme jeune. Qu'est-ce que vous voulez, il faisait pas profession d'être un historien ou un intellectuel. Vous savez, le système tient par une clé de voûte, qui est l'éducation. Absolument. D'où l'erreur fondamentale, grossière, qu'a commis Charles de Gaulle en 1944, en confiant tout ce qui était essentiel à la reproduction d'une civilisation et de l'histoire, et l'éducation nationale et la culture à la gauche. Oui. Et à une gauche extrêmement marquée idéologiquement, puisque ce sont les communistes qui vont s'emparer de ces deux ministères clés. Et on en subit les conséquences. Et là, moi j'aime beaucoup Charles de Gaulle pour diverses raisons, mais là je ne comprends pas comment cet homme qui a une vision pour la France ait pu commettre cette erreur de fond. Je ne comprends pas. Alors quand on parle d'ailleurs, vous remarquerez, si je peux me permettre, je vous en prie, que Trump a parfaitement compris l'enjeu de l'éducation nationale et de la culture. D'où ce qu'il vient de faire et ce qu'il vient de dire. En l'occurrence, nous sommes alors, on sort un tout petit peu du sujet, mais nous sommes en train d'observer si cet homme qui est revenu de façon incroyable au pouvoir, va réaliser ce dont tout le monde rêve depuis longtemps, à savoir très très vite accumuler les décrets, ne pas laisser à l'ennemi le temps de se ressaisir et faire les réformes dont l'Amérique qui est C'est un homme d'expérience. Il a eu cette expérience. C'est vrai. Et à l'époque, il était très long. J'ai lu un article cette nuit d'un Américain critique sur Trump qui était passionnant. Entre autres, il disait que le Trump actuel est un Trump nouveau parce qu'il se nourrit de ses expériences, de ses désillusions à la fois, du premier mandat, comme président de la République et aussi dans l'opposition. Et donc là, il en a tiré les conclusions et il sait qu'il faut agir rapidement, globalement, si on veut changer la société. Parce que ce qu'il n'a pas pu faire lors de son premier mandat, il va le faire en commençant à l'instant même où il a été élu. D'ailleurs, il avait commencé avant. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est une belle leçon pour les futurs hommes politiques américains qui peuvent devenir un jour président, c'est de ne pas faire 2 mandats à suivre.
Oui, je comprends, ouais. Mais c'est tellement difficile d'être élu, puis battu, puis revenir. N'oubliez pas quand même qu'il a failli être tué. Enfin, il s'en est fallu d'un Moi, ce millimètre, qui de 2 m'amuse millimètres. dans cette histoire, c'est la présentation qu'on a fait de cet homme depuis le début. C'est un nul, un illettré, un débile mental, etc. Il a donné une leçon incroyable au monde. D'ailleurs, le désarroi de la presse française, franchement, rigolo. Oui, d'ailleurs, il fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Donc, pour revenir à la guerre mémorielle, la guerre mémorielle a été effectivement une guerre des mémoires, une guerre institutionnelle, dirons-nous, parce qu'en fait, c'est celle du pouvoir central jacobin qui veut imposer une mémoire commune à l'ensemble des groupes qui constituent la France, et puis des îlots de résistance qui essayent de faire une contre-mémoire. Bon. Et en fait, il y a un homme qui a compris cela, qu'il fallait, pour créer une mémoire nationale et tuer donc les mémoires locales, il fallait profiter des circonstances. Et en fait, c'est Clémenceau. Allez-y, développez. C'est Clémenceau. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur deux hommes, deux militaires, et notamment Nivelle, qui dit, en fait, la France est plurielle. Il y a des multiples mémoires. Il faut créer un moment clé, un instantané, qui va gommer cette histoire plurielle. Et on va commencer par la langue. C'est-à-dire qu'on va créer une langue unique dans les tranchées. Je rappelle qu'on exécute le petit savoisien parce qu'il parle savoyard, qu'on exécute le petit breton parce qu'il parle breton, qu'on exécute le petit corse parce qu'il parle corse. Donc on va créer une langue unique, qui sera la langue de la victoire, du combat héroïque. Et Nivelle a une phrase terrible. « Faites-les tuer, ils n'en aimeront que davantage la République. » Ah, qu'est-ce que j'en ai eu comme breton. Terrible. Et en fait, c'est là le creuset. Et la conséquence immédiate a été l'entrée du drapeau tricolore au sein du bâtiment église. Jusqu'en 1917, le drapeau tricolore ne rentre pas dans l'église, parce que justement, c'est le drapeau républicain, c'est le drapeau de l'antichristianisme, de l'anticléricalisme, etc. Il faut préciser à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui est Nivelle, c'est l'homme cataclysmique, lui encore, du chemin des dames. C'est celui qui commande cette offensive dramatique, très imprudente, mais comme il est franco-anglais, parce que sa mère est anglaise, et qu'on veut agir avec les Anglais sur ce front, il profite de cet avantage, et c'est un intrigant, c'est un courtisan. Et pour mener cette offensive, à la place de Pétain, qui vient de gagner la bataille de Verdun, et qui est donc auréolé de gloire, et donc le respect des hommes. Oui, absolument. Le respect des hommes. Et donc, on confie à Nivelle le soin de conduire cette offensive. Et Nivelle, devant les réserves de Pétain, qui dit « Mais vous êtes fous, c'est une offensive, c'est absolument ingagnable, ce que vous nous proposez. » Il dit ouais, « Si ça échoue, j'arrêterai tout. » Et en fait, pas du tout. Et ça échoue, et il insiste. Et il va y avoir cette catastrophe du chemin des dames qui va conduire à ce que à peu près 15% de l'armée française, à défaut de se mutiner, du moins va refuser de sortir des tranchées. Il n'y a que 2 régiments véritablement qui se mutinent, dont un qui compte marcher sur Paris, ces malheureux soldats qui étaient maltraités. Donc il faut resituer ce Nivelle dans cette... Et en fait, bon, que l'homme de Clémenceau. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, ce que Clémenceau a fait au sein de la nation, il le fait aussi au niveau du continent. C'est-à-dire que ce qu'il a fait aux contre-mémoires officielles
en France, il va le faire au niveau de l'Europe, en voulant absolument tuer la contre-mémoire qui est l'Empire austro-hongrois, Ouais. qui, je rappelle, dès 1916, à la mort de François-Joseph, s'arrête et se dit, mais on ne peut plus continuer comme ça, et va envoyer des représentants pour solliciter une armistice et puis trouver un modus vivendi. Et Clémenceau dit non. Alors, je vais vous contredire. Vous ne m'avez pas fait l'honneur de lire l'histoire mondiale de la Grande Guerre, parce que moi, ma seule spécialité, c'est la Grande Guerre. Mais Clémenceau ne participe pas à ça. C'est Ribaut qui est au pouvoir. Donc on envoie le prince de Bourbon-Parme pour essayer de négocier une paix impossible, d'ailleurs irréaliste, totalement irréaliste, de la part du bienheureux Charles Ier. C'est pas parce que nous sommes tous les deux des catholiques et évidemment sensibles aux vertus morales édifiantes du bienheureux Charles Ier que nous devons... D'ailleurs, je voudrais qu'on termine notre émission comme ça, sur le devoir de l'historien, son devoir d'objectivité. Objectivement, c'était des propositions qui étaient absolument impossibles à suivre pour des raisons. Alors, je renvoie ceux qui nous regardent à la lecture de ce livre. Je suis en train de vendre. Ouais, j'ai vendu 2 de vos tapis. Je peux vendre un des miens quand même, non? Je vous en remercie. Et non. Et Clémenceau, lui, il arrive au pouvoir après, donc en 1917, à la faveur de cette espèce de bascule générale. Où on s'est demandé si on n'allait pas... C'est quand même la révolution en Russie, etc. On s'est demandé si on n'allait pas... Et on est au bord. On est au bord, hein, on est au bord. Et donc, c'est Clémenceau qui arrive au pouvoir. Et cette affaire a déjà échoué. Cette histoire, c'est Ribaut qui l'a traitée. Oui. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que l'empereur, justement, va profiter de l'arrivée de Clémenceau pour essayer de nouveau de trouver une solution. Et en fait, ça sera niet. C'est toujours la même idéologie. Non, mais Clémenceau m'est aussi antipathique qu'il l'est à vous, bien entendu. Quoique Vendée, et que portant dans ses armoiries les clés de Saint-Pierre, ce qui est quand même énorme. Je ne savais pas ça. Oui, c'est une vieille famille, les Clémenceau. Mais je sais bien, une famille de médecins. Oui, c'est ça. Une famille de la bourgeoisie ancienne, etc. Ils portaient les clés de Saint-Pierre, ce qui est pas mal pour l'anticalotin qu'a été Clémenceau. Nous avons plein de messages, mon ami, plein de messages. Donc, qu'entend M. Sécher lorsqu'il dit que durant la Première Guerre mondiale, on fait tuer le petit Savoyard ou le Corse parce qu'ils sont Savoyards ou Corses? Pourrait-on mieux expliquer ce propos? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, la Savoie est devenue française sous le Second Empire et elle a un statut très spécial. L'accord, entre autres, sa population ne peut pas faire la guerre, ne peut pas être envoyée pour la défense de la nation française. Et en fait, les républicains en charge de la guerre vont ignorer cela et vont envoyer massivement des Savoisiens se faire tuer. Le pourcentage de morts est colossal en Savoie. Et j'ai fait quelques conférences pour les Savoisiens et notamment de spécialistes de cette période, et on a les chiffres relativement précisément et c'est terrible. On a fait tuer le Savoisien parce qu'il était Savoisien, mais le Corse, mais en fait toutes les minorités qui avaient une identité autre que l'identité républicaine nationale. Les Bretons recevant des ordres en français et ne les comprenant pas. Par exemple. Alors là, on a quelqu'un qui s'amuse, il a raison, qui parle du Mozart de la finance. Bon, alors il ne le cite pas, on suppose qu'il parle de Nono le rigolo, qui situe à La Réunion dans le Pacifique, comme quoi il n'y a pas qu'en finance qu'il était expert. Et une licenciée de géographie, là je ne sais pas de qui parle cette personne, et qui nous avait assuré que Fukushima ne pouvait pas nous inquiéter, étant donné que les îles nippones se situent dans l'hémisphère sud. Donc voilà la conclusion de cette auditrice. Voilà, les crétins au pouvoir. Les crétins au pouvoir. Cher ami, si je peux me permettre,
Avez-vous votre carte d'identité sur vous? Oui. Est-ce que vous pouvez la sortir? Mais vous allez encore me faire une blague du genre de la dernière fois Mais non, jamais. Et pourquoi vous me faites ça? Je vais vous faire voir Parce à travers... que la dernière fois, il m'a fait chanter... Non, c'était pas chanter une chanson, c'était à travers cette carte d'identité, Ouais. vous allez voir s'exprimer la guerre mémorielle. Voilà, j'ai les cartes d'identité. Qui vous délivre la carte d'identité? Alors, avant, c'était la préfecture, maintenant... Oui, mais au nom de quoi? Au nom de la République. Eh bien oui, au nom de la République. Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un citoyen de la France, mais vous êtes un républicain. Ah oui, je ne suis pas un Français. Et- Je suis un républicain français, du moins. Enfin, Oui, c'est ce que mais vous voyez, il voudrait la que je guerre sois. mémoriale, elle est à travers notre vie au quotidien, c'est-à-dire notre carte d'identité. Et là, c'est l'expression de cette guerre mémorielle. Alors, Vous n'êtes pas le Ouais. fruit de la France, vous êtes le fruit de la République. Absolument. Et lorsqu'on dit que la République a 200 ans, on ne sait pas compter. Parce que vous voulez parler de la République après la chute de Napoléon III, c'est ça? Oui, mais c'est pas 200 ans. Oui, ça fait pas 200 ans. C'est un système. Oui. Je voulais qu'on conclue, parce qu'il est le quart, hein, donc on va devoir rendre l'antenne dans une dizaine de minutes. À propos de ce qui nous a opposés sur Clémenceau et le bienheureux Charles Ier, par exemple, est-ce qu'on peut élever le débat en disant quel est le devoir dans pour se hisser au-dessus de cette guerre mémorielle? Comment l'historien doit-il accomplir son devoir, qui est que, en dépit des affections qu'il peut avoir pour tel ou tel personnage ou pour tel ou tel système, telle ou telle morale, telle ou telle idée, faire son travail, c'est-à-dire que, honnêtement, dire comment les choses se sont passées, là, on peut essayer de faire preuve d'objectivité. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il y a deux types d'historiens, l'inventeur et l'analyste. L'inventeur au sens où on invente un trésor, vous êtes un inventeur célèbre, puisque c'est vous qui avez découvert et prouvé, découvert les documents qui prouvent que la Convention avait bien ordonné le massacre des Vendéens à froid et non pas... Froid. Voilà, c'est-à-dire que le... Non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour qu'ils étaient. Pour ce qu'ils Eh bien, étaient. En fait, je vais vous répondre par ce que m'a dit mon professeur Jean Meyer lorsqu'il m'a persuadé de travailler sur ce qu'on appelait à l'époque les guerres de Vendée. Je rappelle qu'à l'époque 1983, on n'avait qu'un discours sur les guerres de Vendée. C'était une guerre fratricide, avec d'un côté les Blancs, de l'autre côté les Bleus, avec des horreurs commises de chaque côté. Et Jean Meyer, qui est un malgré nous, oui, vous aviez raconté ça dans la dernière émission. il me dit, en termes de méthodologie, il y a deux possibilités. La possibilité unanimement reconnue par les universitaires français, qu'en fait de gauche, on prend dans l'histoire les événements et ça va nous permettre, ces événements, d'illustrer l'idéologie dominante. Bien. Vous allez faire l'inverse. Le document, rien que le document. Et la compilation des documents doit nous permettre une étude objective de l'événement. Vous voyez ? Et ça, en termes de méthodologie, il n'y a pas d'autre solution. Moi, si, dans mes conclusions, j'avais vu autre chose que ce que j'ai découvert, je l'aurais dit. Et ce qui est très intéressant, et la guerre mémorielle s'est exprimée pleinement. Là, j'en suis en train de réécrire un livre que j'avais écrit sur la désinformation en Vendée. C'est-à-dire que lorsque je vais soutenir ma thèse et qu'on va cambrioler mon appartement pour me voler la thèse, nous sommes en plein bicentenaire. Alors, je rappelle qu'à l'époque, une thèse, c'est 1 franc la photocopie. Hein. Absolument. Il n'y avait pas les photocopies comme chez Copifin. Et puis, il n'y avait pas l'informatique. Il n'y avait pas d'informatique. On mettait du blanco. Oui. Alors ça, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Oui, alors C'était là, un drôle de on leur paraît travail. comme des hommes préhistoriques.
Et lorsqu'on vole ma thèse et qu'ensuite on me convoque en me disant au nom de l'intérêt supérieur de la nation, on est en pleine guerre mémorielle. Vous ne pouvez pas soutenir votre thèse parce que ça remet en question le bicentenaire. Parce que nous voulons faire un bicentenaire mondial pour faire l'apologie de la République française. Or, moi, je casse ce processus en disant la vérité. Et là, on est en pleine guerre mémorielle. Oui, absolument. Voilà. On pourrait citer un exemple contemporain. D'ailleurs, il faudrait que je pense à l'inviter, notre ami Bernard Lugan, qui est un africaniste. Remarquable. Et absolument. Le meilleur en France. Et je me souviens de cet épisode tragique qui a été le génocide au Rwanda. Et il avait été sollicité pour étudier la question et faire partie des experts tribunal pour le Rwanda. Et à titre, disons, dans sa sensibilité, le Rwanda étant habité par deux populations, les Tutsis et les Hutus, il était visiblement plus sensible aux Tutsis qu'aux Hutus pour différentes choses, notamment des raisons politiques. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez les Tutsis, de l'élite, et puis chez les Hutus, au contraire, c'est plutôt l'égalitarisme, d'ailleurs encouragé au moment de l'indépendance du Rwanda, et qui a créé les déséquilibres que l'on sait. Les Tutsis ayant récupéré le pouvoir depuis, puisque aujourd'hui ils sont au pouvoir. Et je me souviens très bien que Bernard Lugan avait un parti pris pro-Tutsi. Et quand il s'est lancé dans la recherche des responsabilités de l'attentat du président Habyarimana, je crois que c'est un nom comme ça, il a fini par découvrir qu'en réalité, les Tutsis étaient bel et bien responsables de cet attentat et qu'ils avaient déclenché cet épouvantable massacre ethnique, de ce génocide des Tutsis perpétré par les Hutus. Mais il avait découvert, bien malgré lui, quoi qu'il en est, la responsabilité des Tutsis. Il a eu l'honnêteté de dire, écoutez, contre tous mes préjugés, je suis obligé d'admettre, de reconnaître. Alors évidemment, ça ne plaît pas, ça n'a pas arrangé nos relations avec les vainqueurs. Puisque les Tutsis ont fini par revenir en force et à prendre le pouvoir, donc la France n'est pas très bien vue. Mais il a quand même, alors que lui-même, il a connu le Rwanda, il a été prof au Rwanda, il a fait sa thèse sur le Rwanda, donc c'était vraiment très méritoire de sa part. Voilà l'exemple, le comportement d'un historien honnête qui se livre pas à une guerre mémorielle en inventant des choses pour avoir raison politiquement, mais fait vraiment son travail. Et je rappellerai que notre maître à tous, enfin, je ne me prétends pas comme historien, sauf pour la Grande Guerre, là où je vous ai damé le pion, mais je rappellerai que le père de tous les historiens, c'est Hérodote. Et Hérodote publie un livre, comme vous le savez, qu'on appelle les Enquêtes. Et c'est extraordinaire, car en fait, un historien, c'est un enquêteur. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu ici, qui a provoqué une vague d'émotions, on m'a demandé de vous faire revenir. Oui, justement, ça serait bien de faire une émission sur qu'est-ce que c'est l'histoire, comment fabrique-t-on l'histoire, quelles sont les bonnes méthodes de transmission de l'histoire, parce qu'en fait, les gens ne savent pas, ils comprennent pas la notion de l'histoire de globale, etc. Ça serait une bonne émission. Oui, ça serait bien de vous faire revenir. Ouais. De toute façon, nos auditeurs voudront que je vous fasse revenir, donc je suis coincé. Je suis à votre disposition, mon cher ami. Et en fait, c'est une enquête policière. D'ailleurs, la dernière fois, donc, vous aviez raconté l'histoire de votre thèse, vous étiez un enquêteur, vous avez vraiment fait l'enquête du commissaire Maigret. Vous êtes allé dans différents lieux, etc. Donc, c'est une enquête, une recherche historique, y compris pour l'analyste. Pour celui qui n'est pas inventeur, comme vous, mais analyste, parce que moi j'ai analysé la Première Guerre. Parce qu'il procède à des enquêtes, il met les dates les unes en face des autres, et à ce moment-là, il est obligé de faire preuve d'un peu d'objectivité. Alors, c'est vrai que l'analyse, on peut la contester, on peut dire « je ne suis pas d'accord avec votre façon de voir les choses », mais l'invention, elle est là ou elle n'est pas là. Vous avez, bel et bien trouvé le document qui prouve que la Convention a voulu qu'on massacre les Vendées.
l'université française s'est effondrée parce qu'on a mis à la tête de l'université française que des idéologues et non plus des chercheurs de véritables authentiques scientifiques qui cherchent le vrai. Je me souviens d'une conférence j'ai entendu il y a très longtemps, où vous disiez, moi, écoutez, je me contente de dire ce que j'ai à dire, je ne suis pas un politicien, je suis un scientifique. On reçoit beaucoup de messages, mais on peut pas tous les lire, c'est pas possible, on va être obligé de rendre l'antenne. Effectivement, il y a quelqu'un qui réagit sur le fait que je viens de découvrir, grâce à vous, que Clémenceau ne porte qu'une clé. Ah oui, c'est vrai. Et donc, j'ai cru que c'était les clés de Saint-Pierre. Et donc, n'a rien à voir a priori, avec Saint-Pierre. Ce serait plutôt les armes parlantes. Clé, Manceau, bah oui, Clémenceau. Je ne sais pas ce que veut dire Manceau, mais merci en tout cas, chers auditeurs, de nous aider à certaines choses qui nous manquent comme ça. Bon, je ne peux pas tout lire, malheureusement. Cher Reynald, eh bien, avec grand plaisir, vous reviendrez dans cette émission dans, disons, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça, parce que je vais avoir d'autres invités et non des moindres. Merci beaucoup, Reynald. Je rends l'antenne.